C'était la première fois que j'allais sur Fusaka. D'accord. Je trouve le mec il me fait, «Oui, mais je comprends pas, normalement, on passe par Fusac, Mais après, si on veut racheter une belle boîte, bah, le financement bancaire, on est quasiment obligé d'y passer, quoi. Ouais, mais aujourd'hui, qu'est-ce que devrait faire quelqu'un qui veut reprendre une boîte? C'est quoi à peu près les premières étapes? Qu'est-ce qu'il doit clarifier? Qu'est-ce qu'il doit Structuration et on aime bien utiliser, c'est le flow de création de valeur. C'est une espèce de mapping, en fait, de l'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de reprise d'entreprise. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur la reprise d'entreprise. Je parle de la reprise d'entreprise depuis un certain temps et puis au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose qui s'est popularisé et je crois aujourd'hui essentiel que l'on parle véritablement de l'état actuel du marché, de la reprise d'entreprise, de reprendre une entreprise, d'acheter une entreprise. Comment ça se passe en vérité? Loin des beaux discours, loin de toutes ces promesses souvent farfelues, très, très souvent farfelues, 90 farfelues. Et on va en discuter avec, Julien de Souza, qui est certes, si vous ne le connaissez pas encore, quelqu'un qui fait, de la formation, qui accompagne autour de ça, mais vraiment, on va avoir un discours de vérité autour de ça et on va, parler aujourd'hui, voilà, en 2025, comment on peut avancer dans ce projet que peut-être vous avez ou qui est encore en réflexion chez vous. Bonjour Julien. Bonjour Aurélien. OK, alors, Julien, est-ce que tu peux, nous dire si ça vaut le coup aujourd'hui de reprendre une entreprise encore, aujourd'hui en 2025? Eh bien, je te dirais que ça vaut le coup. Enfin, pour moi, personnellement, effectivement, c'est un message que je véhicule et c'est un levier de développement. Enfin, j'aime bien parler d'enrichissement, mais d'enrichissement aussi bien, bah, patrimonial, mais personnel aussi, parce que le parcours de reprise, c'est une vraie aventure, riche, en termes de relations humaines, de développement de soi, de développement de ses compétences aussi. Donc je te dirais que oui, enfin, c'est ce que je prône et aujourd'hui, en 2025, on est plutôt sur, bah, un cycle, enfin sur la phase basse du cycle, de développement économique parce que, ben, on est dans une zone un peu turbulente aussi où, on a des décideurs politiques qui sont un peu, dans l'attentisme. Voilà, où ils savent pas se décider. On sait pas trop comment le budget se dessine. On a une situation conjoncturelle pour les entreprises aussi qui est pas forcément la meilleure d'un point de vue économique. Mais justement, c'est là où on va être en capacité de faire des belles opérations parce que, bah, tu le connais, hein, les valorisations sont souvent indexées sur les résultats des entreprises. Donc avec des résultats moins importants, on va réussir à racheter avec des valorisations moins importantes, pour au final, ben, suivre la vie du cycle économique d'une entreprise. Et alors on dit souvent, ouais, les performances passées présagent pas du futur, mais on a quand même des cycles économiques, qui font que, bah, sur les 5 à 10 prochaines années, on devrait repartir dans un cycle classique, de développement, des entreprises et bah, pour les personnes qui rentrent dans le cycle, à ce moment-là, on rachète au bon prix et on sera en capacité de revendre d'ici quelques années, avec des valorisations qui sont plus importantes. Donc je dirais ouais, pour cette raison principalement, enfin pour moi c'est intéressant et derrière aussi, ben, on a ce phénomène, vanté, alors qui on n'est pas tout à fait encore dans la vague, je pense, mais ce phénomène de baby boom dont on parle depuis très longtemps, où on a des dirigeants d'entreprise qui sont, à l'âge de partir à la retraite. Donc ces personnes qui ont entrepris après la Seconde Guerre mondiale, qui se retrouvent avec leur entreprise dans les mains et qui trouvent pas forcément de repreneurs ou de repreneurs qualifiés, je dirais. Donc ouais, c'est le bon moment pour acheter. OK. Bon, aujourd'hui, j'ai lu enfin hier, j'ai lu un post LinkedIn, je pourrais retrouver d'ailleurs. Alors, il nous dit: «Bilan d'un an de croissance externe, zéro acquisition». Là, tu te dis: «Le gars, il est pas bon», même moi, je me suis dit blablabla. Quand on regarde le pipe, ça donne 24 boîtes dans ma cible, 18 dossiers reçus, 10 rencontres avec des cédants, 3 LOI envoyés, c'est-à-dire des propositions pour acheter, l'entreprise, voilà, de se mettre d'accord sur les premiers éléments, zéro accepté.
Pour autant, plus de la moitié de ces boîtes sont encore en vente. 5 ont fermé ou en liquidation, alors qu'on était parfois 10 sur les dossiers. Pourquoi? Parce que les attentes des vendeurs sont déconnectées. Certains affichent des prix délirants, mais ne sortent même pas 2 de résultats. D'autres annoncent vouloir partir, mais ne sont pas prêts à lâcher. Ils disent oui pour faire plaisir aux enfants, à la compagne, déjà à la retraite. Et souvent, rien n'est structuré pour une reprise. Une boîte qui repose 100% sur le patron, pas de digitalisation, aucune anticipation de la transmission. Je peux toujours faire ça, ça me fait plaisir. C'est la première fois qu'il me fait ça. Voilà, c'est fou ça. Si tu lui en fais tourner la tête à la caméra. Viens là, c'est drôle. Par contre, tu vois, hop, je je donc je sais plus où est-ce que j'en étais. Bon, on va dire, pas de digitalisation, aucune anticipation de la transmission, des libertés avec le code du travail ou avec l'URSSAF. C'est comme vouloir vendre sa maison au prix du neuf avec un diag G. Qu'est-ce que j'en retiens? Les meilleurs dossiers ne sont pas tous sur le marché visible, mais je retiens aussi que le marché a changé. Il y a beaucoup plus d'acteurs qu'en 2020. Même mes amis veulent se lancer, il faut se démarquer, passer moins de temps par dossier, bref, se professionnaliser. Désormais, fini la réactivité, place à la proactivité. Et en gros, il explique qu'il va aller sourcer lui-même les boîtes et qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, mon commentaire, c'était voilà, point. Mmh. Mais qu'est-ce que tu en penses? J'ai répondu, je crois que j'ai répondu aussi, Ah, j'ai pas vu. en commentaire et et moi je pense que, ouais, il y a de plus en plus d'intérêt pour la reprise, c'est sûr. Mais après, il y a des personnes qui sont pas forcément qualifiées. Enfin, il y a des personnes, voilà, qui dont on a parlé un peu vaguement aussi, avec des confrères, si je peux appeler ça entre guillemets des confrères, voilà, qui marketent pas mal aussi, en mode un peu plus, bling bling et voilà, c'est facile. On va revenir, prendre une entreprise, racheter en 100% crédit vendeur et vous allez être riche dans les 3 prochains mois. Donc il y a des gens qui ont vu de la lumière, Et ils sont rentrés. qui viennent, qui sont rentrés, mais voilà, qui ont pas les épaules pour, ou qui sont, ben, pas forcément bien accompagnés dans ce type de formation. Donc Aujourd'hui, tu accompagnes combien de personnes? moi? Oui, Ouais, moi j'ai un petit enfin j'ai le mastermind repreneur où on est un petit groupe de 20 personnes chaque année OK. et puis après il y Et a la sur ces 20 formation où personnes, là tu c'est penses qu'il y en a combien qui vont arriver à reprendre une boîte? alors, dans les ouais 50 à 70. C'est des OK. personnes qui sont plutôt bien avancées, Mmh. c'est vraiment, plutôt des personnes que je sélectionne pour le mastermind et après, Quand tu tu vois dis on est, avancer, ça veut dire quoi? qui ont enfin voilà des personnes qui sont, bah, qui savent réfléchir, voilà, qui savent que c'est un projet entrepreneurial, que ça va pas se faire, tout seul du jour au lendemain, qu'on va rencontrer des difficultés et qu'on va les traiter, petit à petit, Mmh. mais que voilà, enfin, des personnes qui ont la tête sur les épaules et qui sont vraiment portées par le projet de reprise. Pas forcément, voilà, pour se dire, «Je vais gagner rapidement de l'argent», mais plutôt, c'est un vrai projet de vie, qu'on va structurer correctement Mmh. Parce donc ouais, qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'acteurs et franchement, tout à l'heure, tu disais, où est-ce qu'on peut les appeler des confrères? Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs et moi qui ai décidé de ne plus du tout faire d'accompagnement, j'en faisais déjà plus depuis un certain temps en vérité autour de la reprise d'entreprise, je garde la parole encore plus libre. Je l'avais déjà à l'époque, mais je pense que je vais la prendre encore plus aujourd'hui. Mais, véritablement, chers amis, si vous avez le projet de reprendre une entreprise et de vous former pour, vraiment, il faut être très sélectif avec les gens qui vont, vous servir de mentor parce qu'il y a quand même et on le sait, Julien, je sais pas s'il souhaitera en parler, mais on le sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont jamais repris d'entreprise ou qui sont vraiment dans une démarche juste d'argent par rapport à ce projet éducatif et que, ils le problème un peu ce que je dis, c'est que le problème de ce que je te disais la dernière fois, c'est que le problème de la formation, c'est que il y a que le marketing qui compte parce qu'au final, la satisfaction client, elle peut être truquée. On peut mentir partout, on peut mentir sur un Trustpilot. On peut mentir sur les commentaires clients. On peut mentir sur tout, on peut forcer et les c'est témoignages, pas un oui. restaurant, quoi. C'est pas un restaurant, tu vois? Tu as pas le TripAdvisor ça existe pas ça encore Mmh. le TripAdvisor de l'information donc hem, voilà, malgré le discours, voilà, ambiant,
faut quand même être très vigilant parce que franchement 95 et encore des nouveaux acteurs qui vont arriver sur le marché, des gros et cetera. Il va falloir être, très, très vigilant parce que là, on parle pas d'immobilier. Il y a beaucoup, beaucoup moins de transactions que dans l'immobilier et c'est pas parce que vous allez faire une formation que vous allez pouvoir, derrière, reprendre une entreprise parce que ça va nécessiter d'être aligné avec l'entreprise que vous allez vouloir reprendre. Ça va nécessiter qu'à un moment un peu une part de chance d'avoir, l'entreprise qui vous correspond bien, d'avoir un bon feeling avec le cédant. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de critères qui font qu'on peut y arriver. Après, des gens qui sont acharnés, déterminés, qui ont véritablement une pensée, par rapport à ça, on va dire qu'il y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Néanmoins, il y a un taux d'engagement qui est quand même, plus élevé que sur un autre projet, je trouve. Et bon, ouais, ouais, clairement. Clairement, c'est le cas et il faut pas faire n'importe quoi parce que, bah, comme tu l'as dit, on rachète pas un paquet de cerises ou de l'immobilier entre guillemets. Enfin là, c'est une entreprise qu'on rachète avec, derrière des collaborateurs. Donc il y a ouais, il y a d'autres enjeux et d'autres impacts, si jamais ça se passe mal. Donc et ça peut aussi mal se passer si on calibre pas correctement le projet. Donc il y a beaucoup de choses à penser Mmh. et Et c'est effectivement à anticiper. et voilà et c'est pas comme l'immobilier parce que je rigole un petit peu parce qu'en ce moment, on est un peu à la course de qui, combien de boîtes tu as repris? Alors Mmh, que cette question est complètement naze. Enfin, dans l'immobilier, tu peux le dire parce que tu peux avoir tes progrès, mais tu peux avoir une boîte qui explose énormément et en fait, il te suffit d'une boîte parce que tu peux avoir énormément de croissance. Là où tu es limité dans l'immobilier parce que tes loyers, ils vont pas exploser. Dans une boîte, les revenus, ils peuvent être, complètement dingues et on a cette course. Alors effectivement, on a certains, acteurs sur le marché qui achètent des boîtes, OK, qui en ont acheté, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15. Donc ils affichent avoir repris 15 boîtes et en fait, au final, nous, on sait les boîtes qu'ils ont repris. J'en citerai pas un des plus connus, mais qui a revendu les boîtes. Donc les boîtes, à un moment, elles ont été sur le marché, elles sont passées dans notre réseau. On sait, il y a eu des gens qui voilà, on sait que c'était des boîtes pourries, en fait et aujourd'hui, c'est facile de reprendre une boîte, en fait, si tu veux reprendre une boîte demain, tu peux la reprendre, quelques euros, quelques centaines d'euros, des milliers, dizaines de milliers d'euros. Tu achètes une boîte, tu as acheté une boîte. Puis c'est bien parce que tu as acheté des boîtes, puis tu peux dire que tu as acheté plusieurs boîtes, mais il faut vraiment raisonner qualitativement et pas quantitativement dans ce marché, hein. ouais, ouais, exactement et tu l'as bien dit et c'est un une maxime aussi que j'aime bien avancer, c'est en fait, il en suffit d'une seule. Enfin, une seule Bien peut sûr. changer ton quotidien, mais le truc, c'est de bien racheter parce que, comme tu dis, enfin, à partir du moment où tu as du cash, tu peux racheter, toutes les boîtes que tu veux, mais si derrière bah, tu sais pas emmener la boîte ou voilà, ou tu rachètes mal, bah, Mmh. finalement, c'est une mauvaise opération, quoi. Mmh. Je suis assez aligné, ouais, sur le qualitatif plutôt que le Mmh. quantitatif. C'est quoi un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à la reprise? Comment tu es arrivé à cette réflexion-là, Mmh. jusqu'où on t'en aujourd'hui? Enfin, moi, à la base, alors dans mon parcours, j'étais salarié avant. Donc le bon mec, du script, bah, OK, classique, c'est voilà, fais des bonnes études, travaille bien, tu auras un bon boulot et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait une fac de droit, donc à l'université de Dijon, OK. en droit des affaires internationales. Mmh mh. Après je suis parti bosser à la défense, donc dans les directions juridiques alors j'ai fait des PME, j'ai fait des grands groupes comme Areva, Siemens, enfin Gamesa, enfin Assystem, et je m'occupais des opérations de fusion et acquisition. Donc tout ce qui était, bah, voilà, cession d'actifs, rachat d'actifs, de boîtes, des rapprochements, des regroupements d'entreprises. Donc ça, je le faisais pour mes patrons à l'époque. Et puis à côté, en parallèle, j'avais commencé depuis 2016 à développer, une casquette d'investisseur immobilier. Donc voilà, j'ai racheté pas mal de lots en immobilier, enfin sur de l'immeuble de rapport, sur, des appartements, enfin sur des locaux commerciaux. Mmh. Et en fait, en 2020, enfin, tu vois, j'avais un peu cette mentalité qui évoluait entre, bah, celle de salarié qu'on pouvait connaître à investisseur et puis entrepreneur derrière. Donc avec cette volonté de m'affranchir un peu des limites, qu'on peut connaître sur le salariat. Heu et naturellement, peut-être, je te dirais, je me suis dit: «Bah, faut enfin, plutôt que
de faire ce que je faisais pour mes patrons à l'époque, et ben, je vais le faire pour moi. Donc, d'où l'idée de me dire: «J'ai des compétences dans la négo, dans la structuration des deals, bah, plutôt que de le faire pour des grands groupes, je vais m'attaquer au monde des PME», parce que, bah, c'était un projet qui me parlait, d'un point de vue, développement personnel, d'un point de vue montée en compétences, dans le domaine de l'entrepreneuriat, et aussi, bah, j'avais peut-être cette peur aussi, de me dire, bah, créer quelque chose de 0 finalement, j'ai peut-être pas les compétences, enfin, ou ça va me prendre du temps, et ça me paraissait vraiment beaucoup plus compliqué que de partir d'un actif existant. Tu vois, on Mmh. avait déjà une base, et on pouvait s'appuyer avec le cédant sur la transmission de l'entreprise, des compétences, et puis du coup, bah, finalement partir de quelque chose, plutôt que de partir sans rien, en sachant que, bah, moi derrière j'avais une famille aussi, Mmh. donc c'était important pour moi de pouvoir générer rapidement des revenus alternatifs, en remplacement de mon salaire. OK, donc du coup, tu as trouvé une entreprise? Comment ça s'est passé? Donc du coup, ouais, j'ai commencé à chercher donc dans mon secteur géographique. Donc j'habite en Provence, enfin région PACA. J'ai regardé qu'est-ce qui pouvait m'intéresser comme domaine d'activité. Donc moi j'étais juriste projet, enfin je travaillais sur des opérations, principalement de construction, sur des grands projets, de construction, Mmh. et du coup, bah, l'idée de faire des synergies avec mon activité d'investisseur immobilier à côté, je me suis intéressé au domaine du bâtiment, et du coup, bah, j'ai commencé à regarder, à contacter des dirigeants d'entreprise, pour pouvoir, bah, racheter ma 1re entreprise dans le domaine de la rénovation. OK, Heu, donc voilà un petit peu et donc tu pour as le racheté dans la parcours. dans Mmh. la dans ce domaine-là alors, c'est ça? C'est dans le domaine, ouais, de la rénovation, ouais, OK, d'accord, et c'est une boîte que tu as toujours ou pas? et c'est une boîte, pour le coup, que j'ai fermée, OK, C'était vraiment une petite structure, tu vois, qui réalisait, 500 000 de chiffre d'affaires, qu'on a réussi à redévelopper, enfin redynamiser le carnet de commandes, mais pour le coup, il y avait quand même pas mal de passifs, donc j'ai racheté les titres de la société, OK. et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait pas forcément une belle image, derrière, qui nous rattrapait, donc on a fermé la boîte pour la passer sur une deuxième entreprise aussi, de maçonnerie et piscine, enfin un pisciniste. Mmh. Du coup, on a passé les projets de réno sur la partie maçonnerie, et puis on a continué à développer la partie, piscine. Donc ça, c'est une deuxième boîte que j'avais trouvée pour le coup sur Le Bon Coin. OK. C'est marrant. C'est marrant, tu vois? On pense pas forcément à ça, mais ouais, une boîte un peu plus grosse ici, qui faisait 800 000 € de chiffre d'affaires, Mmh. et 100 000 de résultats. OK, d'accord. Oh, très bien. Bah, tu sais, moi, une des entreprises que j'ai rachetées en 2016, c'était sur Fu ça va les faire rêver, mais bon. Sur quoi? C'était sur Fusac. Ah oui, d'accord. Je te jure, c'est vrai. À l'époque, j'étais déjà dans la reprise, mais c'était pas comme structuré comme maintenant. C'est-à-dire que c'était plutôt du bouche à oreille, Mmh. du relationnel, du réseau, de pouvoir reprendre des activités. Ça avait rien à voir avec, comment on le fait là, et en 2016, putain, c'était il y a 9 ans quand même, hein. On a commencé les discussions en 2015, donc c'était presque il y a 10 ans. Première fois que je vais sur Fusac, donc il y a 9 ans. OK. Première fois que je vais sur Fusac, puis je tape un peu les mots-clés, donc moi c'était touriste, donc je tape tourisme et tout, je tombe sur une annonce, je fais: «Ça c'est trop bien!» J'étais j'avais Aurore j'avais ma femme sur le canapé, je lui dis j'étais avec le portable, je fais: «Regarde cette entreprise, elle est trop bien!» J'ai même pas acheté il y avait assez de spécificité pour retrouver la boîte sans acheter le ticket. Le lead? C'était la Mmh. première fois que j'allais sur Fusac, hein. D'accord. Je trouve le mec il me fait,
«Oui, mais je comprends pas, normalement, on passe par Fusac, parce que évidemment, quand j'ai appelé, je suis tombé sur un salarié. Donc il a eu peur, en fait, que je dise Mmh. aux salariés que: «Ah bah, j'ai vu que ton patron, il vendait la boîte et tout». Et j'avais dit: «Non», j'ai dit: «Non, non», j'ai dit que je voulais, échanger avec vous, sur l'entreprise, mais il y avait pas de j'ai pas du tout évoqué ça. «Bon, OK, 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 OK». Je vais visiter la boîte. Je visite la boîte, trop bien. Enfin, moi, tout de suite, je repère, trop de potentiel, en fait. Je vois, plein de choses qui n'allaient pas et je dis: «Mais on peut la faire pivoter de fou rapidement», et moi, j'étais dans le secteur, je voyais tous les leviers que je pouvais actionner, donc tout de suite, on voit et le mec me dit: «Oh, vous êtes le cinquième à venir», puis il m'évoque les repreneurs qui étaient venus, mais qui planaient complet, qui voulaient faire Mmh. n'importe quoi. Enfin, tu te dis voilà. Mais tu vois la boîte, Boum Boum, tu vois? Aujourd'hui, ça existe pas ça. Ce chemin-là, il existe pas. Voilà. Donc D'accord. un peu le propos, mais je rebondissais à ça par rapport au sourcing, quoi. C'est vrai Mmh. qu'aujourd'hui, le sourcing, il est très différent. Tu peux nous dire quelques mots sur le sourcing? Comment tu vois les choses aujourd'hui? Bah, ouais, enfin, on a bah, tu connais un peu le marché. On a enfin, pour moi, il y a 2 grandes approches. Ça tu as effectivement, bah, les plateformes, tu en as parlé, Fusac. Aujourd'hui, bah, on a des acteurs, Ma Session PME qui est très connu. Enfin, on a Alvo, enfin, plus récemment qui s'est développé aussi. Enfin, on a Captain qui est en train de se développer, également. Donc on a cette approche-là, où, bah, comme tu le disais, bah, normalement, tu passes par des intermédiaires. Donc, toi, tu as réussi à squeezer le truc. Il y avait assez d'informations, donc ça, c'est chouette parce que, bah, malheureusement, enfin, des intermédiaires, il y en a pas beaucoup des bons. Enfin, ça arrive, mais dans la majorité des cas, bah, c'est un peu comme les agents IMO, quoi. Enfin, ils vont alors je ne sais pas s'ils participent volontairement à ces soucis de valorisation dont on parlait dans le post LinkedIn aussi, de se dire que, les gars sont complètement déconnectés de la réalité, la boîte, elle fait 20 000 € de résultats, ils veulent vendre ça à 1 000 000 €. Donc des fois, tu as ces intermédiaires qui jouent le jeu là pour essayer d'avoir le cédant. Et puis tu en as d'autres qui sont meilleurs, et ça, il faut les trouver. Mais le truc, c'est que, bah, en termes de négo, quand tu passes par ces plateformes et ces intermédiaires, tu es pas en contact direct avec le cédant, tu es pas en négociation directe avec le cédant et tu peux pas sentir en fait le cédant, enfin sur, clairement, enfin, qu'est-ce qu'il cherche lui? C'est quoi ses objectifs? Parce que, bah, il y a des statistiques qui sont sorties sur ça, mais je crois, je sais plus, c'est l'INSEE, enfin, ou non, c'était des études du CRA ou autres, mais qui indiquaient que, bah, finalement, la finalité ou l'objectif poursuivi par le cédant, c'était pas en priorité le prix de cession. Lui, ce qu'il veut, c'est sécuriser ce qu'il a construit, transmettre ce qu'il a construit et surtout, bah, assurer à ses collaborateurs qu'ils vont continuer à pouvoir, à exercer leur job. Donc c'est pour ça que tu as matière à discuter, à négocier et que c'est important de pouvoir le faire en direct avec le cédant pour pouvoir calibrer ton offre, après derrière. Donc du coup, il y a la deuxième approche où, bah, on va partir plutôt sur du sourcing direct, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller chercher le off market, que ça soit à travers, bah, ton réseau ou même toi en démarchant directement l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui avec, internet, on a un super outil qui peut nous donner accès à beaucoup d'éléments pour pouvoir, ben, trouver et filtrer les entreprises, qu'on cherche, quoi. Donc c'est plutôt ouais, ce serait plutôt le sourcing en direct comme ça Mmh. off market qui fonctionne le mieux parce que tu arrives à créer cette relation qui est super importante avec le cédant. Tout à fait et aujourd'hui, tu vois le marché comment quand tu fais cette prise de contact? Enfin, on peut parler d'eux, mais même en prise de contact direct, tu sens qu'aujourd'hui les propriétaires d'entreprises veulent céder leur boîte ou comment c'est difficile? Comment c'est? Ouais, alors il y en a beaucoup qui s'affichent comme vendeurs, effectivement, ou qui seraient prêts à vendre, mais par contre ils sont pas prêts. Heu, Ils sont pas prêts, c'est que, bah, déjà d'une, pour eux, c'est l'opération de toute une vie, en fait, Mmh. et
et du coup, ils sont jamais passés par un processus de cession et ils savent pas du tout comment ça fonctionne et ils sont pas prêts à recevoir justement les repreneurs qui, pour moi, sont peut-être un peu plus avancés sur le sujet, plus qualifiés et qui derrière vont, venir aussi, racheter, mais en limitant les risques, parce que, c'est une opération qui peut être risquée, si jamais, tu apportes 100 du capital, le jour de la cession au dirigeant et que lui se barre et que finalement, toi, tu prends les clés de la boîte et ça correspond pas à ce que tu en attendais. Tu vois, il faut trouver le juste curseur et du coup, enfin, malheureusement, les cédants, ils sont pas préparés à ça. Ils le sont pas aussi parce qu'ils ont pas le temps généralement, parce que, c'est vrai que c'est pas évident de et gérer l'entreprise, dans le quotidien et derrière gérer, ce projet de cession, qui demande, du temps aussi pour préparer les documents, pour échanger avec les potentiels repreneurs. Donc souvent ils sont déjà sous l'eau dans leur quotidien et ils ont pas le temps de gérer ça. Ils veulent vendre mais ils sont pas prêts et ils se retrouvent confrontés à la réalité du marché, à se dire que finalement, non, il y a pas 50 repreneurs qui vont venir racheter leur entreprise, 1 000 000 comme ils voulaient, sans condition, donc tu vois, je pense qu'il faut d'abord qu'ils se prennent, une première porte de se Mmh. dire: «Ah ouais, non, je pensais que ça allait se passer comme ça se passe pas comme ça», avant de prendre un peu plus de recul, de réfléchir et de se dire finalement: «Bah oui, je vais vendre mon entreprise, mais ça sera plutôt dans ces conditions et pas dans les conditions que j'attendais ou que mon expert comptable m'a vendu ou que le broker m'a vendu et qui étaient un peu plus utopiques», quoi. Ouais, OK. Donc toi, tu penses que, voilà, il y en a beaucoup qui s'affichent vendeurs, mais en gros, il y en a beaucoup qui surestiment, en fait, le prix de leur boîte, quoi? Qui surestiment le prix de leur boîte, qui surestiment la difficulté de la transmission aussi. De se dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de boîtes qui sont très dépendantes Les du dirigeants, ça, c'est un dirigeant truc de fou, hein. Mmh. et alors il existe des outils, enfin, on peut le travailler, on peut diminuer le risque, mais il faut que le cédant il s'implique dans le process, Ouais, ils l'entendent. et du coup, ben, ouais, c'est quelque chose, qui se travaille et qui se prépare, quoi. OK. OK, bon, bah, très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que devrait faire quelqu'un qui veut reprendre une boîte? C'est quoi à peu près les 1ères étapes? Qu'est-ce qu'il doit clarifier? Sur quoi il doit être, qu'est-ce qu'il doit qu'est-ce ce serait quoi à peu près les 1ères étapes? Ouais. Déjà, c'est clarifier le projet. Heu, Ouais, ça c'est super important et souvent on passe à côté, mais c'est ouais, on le dit, enfin, on le répète peut-être, mais c'est un projet de vie. Heu, c'est un projet de vie qui va bousculer le quotidien de la personne, du repreneur, donc c'est vraiment, ouais, cadrer. Est-ce que ça correspond à sa vision, enfin, à ses ambitions, ses objectifs? S'il a une famille, est-ce que ça correspond aussi à son projet de vie, de famille? Et après derrière, c'est, travailler sur son cadrage de par où il est passé, c'est quoi ses expériences, son historique, et ses compétences, enfin ses forces et qu'est-ce qu'il peut mettre en avant, dans l'opération pour faire en sorte que ça soit enfin que le projet de reprise soit une réussite, quoi. Donc c'est cadrer le projet et puis après, c'est le parcours classique du repreneur. Ça va être, développer le sourcing pour aller, chercher l'entreprise cible, préparer la négociation, la rédaction de l'offre d'achat ou de la LOI pour certains, se préparer aux audits après, vraiment aller creuser en détail sur l'entreprise, et puis les actes de cession, donc processus, classique, en gardant peut-être en ligne directrice, de se dire que c'est important de comprendre, véritablement le fonctionnement de l'entreprise. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de repreneurs qui passent à côté, qui se disent: «Bah, voilà, je vais racheter, ça va être simple, on va continuer à faire comme ça fonctionnait».
Mais ça, c'est super important, et je te dirais, c'est peut-être même l'une des compétences clés du repreneur, parce qu'en un minimum de temps, on doit réussir à comprendre le fonctionnement de l'entreprise et surtout, les points de vigilance, enfin, ou les points qui pourraient déraper et sur lesquels il faut être en capacité, de pouvoir rebondir rapidement. Donc Mmh. donc ça c'est chouette et moi, enfin, je suis avec ma compagne aussi qui gère la partie, process et audit opérationnel et structuration et on aime bien utiliser, c'est le flow de création de valeur, une espèce de mapping en fait de l'entreprise, qui te permet de voir, comment fonctionne l'entreprise à partir du moment où tu as ton prospect qui prend connaissance de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les étapes, jusqu'à ce que l'entreprise lui délivre, le produit ou le service. Donc c'est vraiment comprendre toutes ces différentes étapes clés et faire en sorte d'avoir les outils qui te permettent de pallier à l'absence du dirigeant quand il va partir. Mmh. OK. OK, très bien et alors aujourd'hui dans un accompagnement, qu'est-ce que c'est quoi qui est intéressant en fait de prendre un accompagnement? Que où est-ce qu'il y a de où est-ce qu'il y a de l'intérêt, où est-ce que tu vois qu'il y a le plus de valeur à prendre un accompagnement? Moi, c'est vraiment, enfin, pour les personnes que j'accompagne, c'est cette capacité à avoir quelqu'un, enfin, quasiment au quotidien avec toi, qui va pouvoir, bah, et anticiper les sujets ou les problématiques pour te faire gagner du temps, pour éviter que tu fasses tes propres erreurs, et surtout être en capacité de rebondir parce que, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. Les étapes vont pas se dérouler de A à Z, sans accroc et souvent, voilà, on va avoir le dirigeant le cédant qui va changer de posture, du coup, comment on s'adapte? Enfin, c'est quoi les leviers derrière qui nous permettent de reprendre la main sur le deal? Comment approcher le deal, le cédant, le broker parfois ou même les conseils externes. Donc c'est vraiment cette réassurance en fait au quotidien d'avoir quelqu'un qui est déjà passé par ces étapes-là, qui a déjà négocié des deals aussi, et qui sera en capacité de réagir rapidement pour, pouvoir, faire en sorte de concrétiser son projet de rachat. Parce que enfin, on discutait un peu des formateurs, mais moi j'ai des retours en fait où les gars, enfin les personnes qui passent par ce type d'accompagnement, se retrouvent en fait, tout seuls. Enfin finalement, au moment où ils ont le plus besoin de quelqu'un, voilà, ils vont te dire: «Bah, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça», mais ils sont pas en capacité d'adapter leur méthode ou leur pseudo-méthode au cas réel d'une personne différente de ce qu'eux ont connu, quoi. Mmh. Donc je pense que enfin, c'est vraiment ça la force de l'accompagnement, c'est, gagner du temps pour éviter de faire des erreurs, parce qu'on anticipe les choses et puis derrière, c'est, cette capacité de réagir quand il y a besoin de réagir sur un deal, qui va dans un sens ou dans un autre. OK, bah, je suis bien d'accord. Mais, c'est vrai que tu as raison sur le fait que voilà, c'est insuffisamment compris, mais c'est vraiment, là où c'est c'est vraiment les points les plus importants. Est-ce que tu verrais autre chose à ajouter aujourd'hui là sur, reprendre une entreprise en 2025, des choses qu'on n'a pas évoquées? Tu vois des choses qui sont importantes à dire encore aujourd'hui? Quoi à dire? Ouais, il y a des sujets, enfin, je pense qu'il y a aujourd'hui encore il y a un intérêt qui se développe, on l'a dit. Il y a encore des croyances aussi, peut-être et moi je milite un peu dans ce sens-là pour rendre accessible le rachat parce que, ça se pratique au quotidien, en fait, par des entrepreneurs ou des personnes qui tombent un peu dans le domaine du rachat sans s'en rendre compte. Enfin, je discutais encore avec un mec il y a quelque temps là qui a repris, une dizaine de fonds de commerce de pépinières et au départ, il n'était pas destiné à ça et aujourd'hui, c'est le plus grand pépiniériste de la Mmh. région. Enfin, il a monté vraiment un truc, En très chouette, croissance quoi externe, c'est intéressant, ouais. et il y a des vraies opportunités de se développer, de cette manière en rachetant des choses qui existent déjà.
Mais il y a encore des croyances de se dire que, bah, finalement c'est pas accessible pour moi. Il faut des capitaux énormes pour acheter une belle entreprise, alors que, ben, aujourd'hui, on a quand même la chance en France d'avoir des leviers, enfin avec, du financement bancaire qui reste pas cher malgré tout, enfin avec des BPI aussi qui sont pro reprise, qui apportent des garanties, des réseaux type Entreprendre, Réseau Initiative, qui peuvent faire des prêts d'honneur et on arrive à structurer des deals de manière à pouvoir, bah, apporter, peu de capital finalement dans l'opération. Donc il y a des leviers, des outils qui existent et il faut les utiliser et effectivement, voilà. Après il y a le marketing du sans apport, en Mmh. 90 jours, sans caution donc ça Mmh. C'est il ça. faut il faut le il faut avoir un esprit critique aussi, donc oui, il y a des leviers, on les structure, mais après si on veut racheter une belle boîte, bah, le financement bancaire, on est quasiment obligé d'y passer Oui, parce que mais en plus, c'est une très bonne chose. Enfin, on le fait bien pour l'immobilier. Enfin, je veux dire, mmh, ouais, pourquoi on le ferait pas pour, la reprise? C'est une très, très bonne chose de on a la chance, moi, je suis pas assez endetté, tu vois? On a la chance d'avoir, cette possibilité de l'endettement bancaire. Faut mmh vraiment foncer dedans. Enfin, c'est et qui est dissocié du coup de ton endettement perso à bah, titre oui, IMO oui, oui, aussi bien sûr. donc ça ça pour Ouais, les ouais, investisseurs IMO, ouais, c'est, il y a c'est pas beaucoup super de pour un pays peu on a peut-être le meilleur système bancaire au monde. mmh, ouais, clairement, mmh, On critique beaucoup la France, mais il y a quand même des choses intéressantes. ouais. OK. Tu vois d'autres choses? Bah, après, enfin, il y aurait tellement de choses à dire sur Ouais, c'est sûr. sur la reprise. Si on prend vraiment toutes les étapes, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais non, non, il y a des vraies opportunités. Enfin, quand on n'est pas dedans, en fait, on se rend pas compte. Mais moi, ce que j'aime bien faire, on parlait de la prospection aussi tout à l'heure, mais c'est même, prospecter, aller dans votre zone artisanale ou commerciale autour de chez vous. Enfin, voyez un petit peu, les bâtiments, ça ressemble à quoi? Vous dites: «Ah bah oui, le mec, l'entreprise là, elle a ce type de bâtiment, ça veut dire potentiellement, il est en capacité de payer les loyers et ça dégage de l'argent». Et après quand on va creuser en détail, les infos de la boîte, bah, on se dit: «Ah ouais, enfin finalement je savais pas il y On se avait rend ce pas type compte toutes les d'entreprise, petites qui, boîtes qui font qui beaucoup de dégageait, ouais. ce Bah, cash-là». ouais, ouais, c'est Et assez quand fou on ça. ouais, quand on n'est pas C'est dans assez le fou dans le ça. monde, enfin dans le truc, on s'en rend pas compte en fait. C'est autour de nous, mais on s'en rend pas compte. Ouais, mais quand tu es dans des réseaux d'entrepreneurs, locaux et cetera, tu t'en rends plus compte, mais sinon tu le vois pas. Mmh, Mais c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Il y a une partie de la population quand même, qui gagne de l'argent, quoi. Tu ouais, vois? C'est vraiment, c'est mais vraiment après, très enfin, fort, hein. ils prennent les risques, enfin les Oui, risques, bah, ils ils entreprennent en fait, bien sûr, bien sûr, donc bien sûr. Mais je pense que c'est le meilleur, je regardais la série Netflix là, tu sais? ouais, L'Agence. ouais, Série que j'adore et très décriée, puis alors là, avec la dernière saison, il va être encore plus décrié parce que c'est vraiment l'argent facile et en abondance. mmh, Franchement, dans la dernière saison, ils ont tous moins de 40, d'accord, quasiment. Je ouais, crois qu'il y a une ou 2 sur parce qu'il y a beaucoup ils font beaucoup de ventes, hein. Sur toutes les ventes qui montent ou voilà, les acquisitions qui sont faites, les transactions qui sont faites, quasiment tous les acquéreurs, c'est des moins de 40, c'est un truc de mmh, fou et ils achètent tous à 3, 4, 5, après ça monte encore. Après ouais, il y avait une grosse appart à 34 là, je pense pas que c'était à moins de 40, mais il y a une vraie, il y a de la richesse quoi, tu vois? Il y a vraiment il y a vraiment de la richesse, mais la richesse elle est entrepreneuriale quoi. Je sais pas si tu as déjà vu ces courbes d'enrichissement, les premiers quand tu prends j'ai oublié c'est pas les millièmes, mais c'est pas des tantièmes non plus, mais ouais, c'est les centiles. Quand tu prends les centiles, tu sais, 1 2 3 et tu vois la courbe, immobilière qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et puis à un moment elle se stabilise et après c'est la courbe entrepreneuriale. C'est-à-dire que les gens les plus riches, l'immobilier pèse très, très peu et en fait c'est l'entreprise qui pèse, pour beaucoup dans le patrimoine. Alors qu'avant, bah, voilà, heu
je sais pas, tes parents ou voilà, ton la génération d'avant, elle a acheté sa RP pas cher et puis, la résidence principale a pris beaucoup de Mmh. valeur et c'est l'immobilier. Après tu as toute cette zone un peu de gens qui achètent du patrimoine, voilà, de l'immeuble de rapport. Après pour les meilleurs, ils achètent du des murs commerciaux. Mais après ça retombe en fait, tu vois? Tu as pas vraiment de gens qui sauf à développer vraiment des choses très complexes, mais l'immobilier te fait plafonner vite alors que la rep la l'entrepreneuriat, te fait exploser. Évidemment là-dedans, bah, la reprise d'entreprise, c'est génial parce que tout de suite, tu peux avoir une boîte qui a beaucoup de cash et qui gagne beaucoup. Donc c'est ca ça reste pour moi quand même le meilleur levier de tous, Ouais, tous, 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 hein. levier d'enrichissement, enfin, Ouais, ouais. ouais, Je pense pas qu'il d'accord. y en ait un au-dessus, hein, parce que même les cryptos, tout ça. Après, les mecs qui gagnent beaucoup d'argent en crypto, c'est un vrai projet entrepreneurial. Mmh. C'est un vrai, vrai projet entrepreneurial. Puis après, bah, tu as la start-up, mais la start-up, elle a un aléa qui est très, très fort. Elle est liée à des tours de table. Enfin, Ouais, ouais, tu as un on est risque, dans un monde enfin, taux complètement d'échec, décorrélé dans les valorisations. qui est assez important, quoi. Oui. Alors que moi, je préfère me concentrer plus sur, voilà, quelque chose qui est plus proche de nous, de l'économie réelle, qui paraît plus accessible. Une Mmh, entreprise, voilà, un dirigeant, qui est là à côté de nous, qui dégage 200 000 de résultats chaque année, mmh, ça, tu vois? Pour moi, c'est plus concret et plus accessible qu'une start-up qui va réussir parmi les milliards, millions de mmh, start-up, enfin, ou la crypto qui est plus compliquée. Donc ouais, ouais, et après en termes de levier, bah, comme tu le disais, bah, finalement par rapport à l'immobilier, tu es pas plafonné par le montant des loyers. Donc ouais, ton mmh résultat mh. d'entreprise, tu peux le développer, et c'est surtout que ça fonctionne par multiples. Alors on n'a pas parlé de des valorisations, mais les valorisations, c'est, enfin, en rachat, c'est souvent des multiples du résultat dégagé par l'entreprise. Oui, Si tu as un multiple de 3 ou 4 ou 5, sur ton résultat, bah, finalement, quand tu améliores ton résultat de 50 000 ou 100 000, finalement, c'est ça, tu fais pas un gap de juste 50 000 ou 100 000, c'est tu fais un gap multiplié par 2, 3, c'est 4 énorme, mais par c'est énorme. ton multiple de valorisation, quoi. Donc c'est pour ça que, ouais, ça fait des gros leviers après derrière. C'est ça qui est très mécompris parce qu'en fait, dans la reprise, beaucoup de gens vont dans la reprise pour ne pas partir de zéro, mais le vrai intérêt, pour moi, c'est toute l'entreprise, tout le potentiel que tu vas pouvoir développer parce que d'un seul coup, tu crées un multiple, comme tu l'as expliqué. Tu as un résultat, c'est-à-dire la société, elle peut dégager tant pour payer la banque. Bon, donc tu l'achètes tant, c'est-à-dire tu Mmh, fais ton levier bancaire, machin, tu te dis: «OK, faut que j'ai en gros, faut que j'appuie en 7 ans, faut que je puisse rembourser l'entreprise donc mes annuités pendant les 7 années, voilà». Donc ça peut rembourser 100 000 par an, j'achète ça 700 allez ça 100 000 allez, puis sur 5 ans, je rembourse 100 000 en gros. Et toi, d'un seul coup, si ce 100 000 aujourd'hui elle peut dégager, ça devient 200-300 et c'est f je vais pas dire que c'est simple. Le concept, il est simple. Après, des fois, il y a des complexités, pas forcément faciles, mais c'est simple à mmh. percevoir que tu peux aller sur de nouveaux marchés, la digitalisation qui est pas faite, une mauvaise commercialisation. Je conseillais, tu sais, si tu veux acheter un restaurant ou un hôtel, tu prends ceux qui sont les plus mal notés dans TripAdvisor et tu les contactes, tu vois? Donc des fois, il faut en éliminer évidemment, mais des fois, c'est juste parce que ils font n'importe quoi et toi, ils sont sur un emplacement premium, ils font n'importe quoi, bah là, Mmh. faut tu vois? Mais voilà, c'est moi je trouve que c'est là où l'intérêt est le plus fort. Ouais, 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 et pour ça, j'aime bien appliquer une sorte de modèle, enfin, j'appelle les business nerds, en fait. Les business qui sont nécessaires, dont on aura toujours besoin. Le E, c'est pour endormi, et c'est exactement ça, en fait. C'est de te dire, des fois, tu vois les boîtes, enfin, tu vois les patrons, et c'est un peu le bordel quand même, enfin, c'est le Mmh, bordel, mais ça fonctionne, et le R, c'est pour rentable, ça dégage du cash, dans l'état actuel. Donc toi, si tu arrives à identifier ces leviers-là d'amélioration, ou des boîtes qui ont toujours fonctionné par le bouche à oreille, qui ont pas de canaux d'acquisition digitale aujourd'hui, les dirigeants, ils ont 65 ans, ils vont pas mettre la main là-dedans, enfin ça les fait chier. Donc ouais, enfin toi tu identifies ce levier-là et tu l'appliques derrière, et ça permet ouais, tout à fait, ouais, de démultiplier le résultat, et derrière ta valorisation d'entreprise. Clairement, hein. tout à fait. Bah, écoute, Julien, merci beaucoup pour cet échange. Donc si on veut te retrouver, comment on fait? Bah, après, enfin, sur les réseaux, enfin, LinkedIn, Instagram, Facebook, j'ai un groupe,
j'ai un groupe sur le rachat d'entreprise, sur Facebook, mais vous tapez, Julien de Souza, vous allez me retrouver, OK, donc c'est assez assez simple facilement. pour te Ouais. retrouver. Ou OK. après il y a Repreneur.co, donc c'est un peu la communauté que j'anime, autour du sujet du rachat d'entreprise, mais vous pourrez, ouais, facilement me retrouver avec, Julien de Souza, quoi. OK et ben, écoute, merci pour, cet échange et puis, chers amis, je vous dis à bientôt pour un prochain interview, prochaine vidéo. Ciao. OK, alors